Place au parti pris. Pascal Route, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour l'international. Mais c'est vous qui commencez, Route, parce que ça commence à faire un certain nombre de dossiers et de procédures. Villepin, Édouard Philippe, Jordan Bardella, les juges et la présidentielle. Est-ce que ce sont des coïncidences de calendrier ? Comment faut-il analyser cette avalanche d'affaires ? En tout cas, la justice a fait irruption depuis quelques jours et surtout depuis 24 heures dans la campagne présidentielle. Alors, elle n'a pas commencé formellement, attention, mais tout de même, il y a plusieurs procédures qui sont, en tout cas, au moins hasard du calendrier, qui coïncident dans le temps. Alors, je dis campagne présidentielle parce qu'en fait, il s'agit d'abord d'un candidat non déclaré mais qui multiplie les insinuations, c'est-à-dire Dominique de Villepin, un candidat déclaré, Édouard Philippe, et un candidat potentiel, Jordan Bardella. Donc dans le détail, c'est le parquet national financier qui l'a annoncé cet après-midi. Il ouvre une enquête préliminaire sur la base d'éléments portés à sa connaissance, des chefs de recel, de détournement de fonds publics et toutes infractions connexes contre Dominique de Villepin. L'enquête porte sur les conditions dans lesquels une statuette et un buste auraient été offerts à l'ancien ministre alors qu'il était aux Affaires étrangères entre 2002 et 2004 et puis conservés par celui-ci. On s'en souvient, c'est le sulfureux homme d'affaires Robert Bourgi qui avait révélé cette affaire. Dominique de Villepin n'a pas nié d'ailleurs. Il a rendu les statuettes et le buste au Quai d'Orsay. Mais le parquet national financier a décidé de se saisir pour juger de l'affaire, pour juger s'il y a un délit. J'imagine notamment de se poser la question d'un enrichissement personnel de l'ancien ministre. Les valeurs des statuettes étant estimées par Robert Bourgi à 125 000 euros et par Dominique de Villepin et son entourage à 32 000. Donc, il y a une marge. Enfin, je vous rappelle que Robert Bourgi avait raconté avoir payé les costumes de François Fillon et son intervention en fin de campagne de l'ancien candidat lui avait beaucoup coûté dans l'opinion publique. Aujourd'hui, cet intermédiaire qui est intervenu dans les pays africains dans les années 90 et 2000 a eu des déclarations tonitruantes. Il a dit « Je ferai tout pour empêcher Dominique de Villepin d'aller à l'Élysée ». Alors donc là, pour le coup, il n'y a pas à s'interroger sur le calendrier, c'est la volonté de Robert Bourgi qui est exprimée. En tout cas, c'est ce qu'appelle le PNF les affaires qui sont arrivées à sa connaissance, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans la presse et donc il se saisit de l'affaire. Alors, l'entourage de Dominique de Villepin déclare le PNF n'aura aucune difficulté à faire la lumière sur cette affaire pour laquelle Dominique de Villepin se tient sereinement à sa disposition. Notez bien sereinement, ça revient souvent. Alors, je vous rappelle qu'une enquête préliminaire, alors pour avoir une idée du calendrier, ça peut durer 2 ans et qu'à l'issue d'une enquête préliminaire, l'affaire peut être classée, ou bien une information judiciaire peut être ouverte avec à la clé des nouvelles investigations et des auditions. Alors c'est exactement ce qui arrive à Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête préliminaire de 2 ans qui a donc pris fin et il y a une nouvelle plainte avec constitution de partie civile qui a entraîné l'ouverture automatique d'une information judiciaire. La plainte est nouvelle. Alors, il y a eu une première plainte et il y a une deuxième plainte avec constitution de partie civile qui, du coup, aussi entraîne l'ouverture d'une information judiciaire. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est assez différent. C'est une plainte déposée pour chef de favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et concussion, malversation de fonctionnaires, contre Édouard Philippe en tant que maire du Havre, une de ses adjointes à la mairie et la directrice générale des services de la communauté urbaine. La plainte, la dernière, celle qui déclenche cette ouverture de l'information, elle date de juin 2025 et elle porte sur une convention de plus de 2 millions d'euros attribuée à une association pour gérer la cité numérique du Havre. Donc il y a eu presque 1 an d'enquête préliminaire. Alors il y a eu 2 ans d'abord d'enquête préliminaire qui s'est achevée et puis il y a eu une nouvelle plainte. C'est assez complexe, il faut le dire. Qui débouche maintenant sur une information judiciaire. Voilà. Alors, pour revenir sur ce qui est reproché, c'est que l'association qui était dirigée par la première adjointe, étant la seule candidate, une directrice des services a porté plainte pour dénoncer le conflit d'intérêts. En fait, s'en est suivi un conflit, des plaintes en rafale contre cette fonctionnaire et la mairie. Aujourd'hui, toutes ces allégations sont formellement contestées par Édouard Philippe, qui a immédiatement fait savoir qu'il répondrait bien évidemment à toutes les questions que posera la justice, comme il l'a toujours fait, de façon très sereine. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Le candidat, parce que lui, il est déclaré, va sans doute être convoqué par le juge. Et s'il considère, ce juge, qu'il y a des éléments à charge, il peut décider une mise en examen ou un statut de témoin assisté. En général, ça peut durer 1 année à peu près, à l'issue de laquelle le juge peut décider d'un non-lieu et clôturer l'affaire, ou bien la renvoyer devant un tribunal.
De son côté, Jordan Bardella fait face aussi, lui, à une procédure qui est lancée par le parquet européen. C'est une suspicion de fraude au fond de l'Union européenne. On a déjà vu ça. Mais qui vient d'être découverte ou c'est une Alors, ancienne... c'est le Canard enchaîné qui l'a révélé. Par du soupçon, je pense. Voilà. Tout à fait. Je vais vous préciser exactement le statut de toutes ces... c'est le Canard enchaîné qui a révélé que plus de 130 000 € versés par le groupe ID, donc c'est le groupe auquel appartient Jordan Bardella, aurait servi à du media training de Jordan Bardella entre 2019 et 2021, alors qu'il était le porte-parole de la candidate Marine Le Pen. Donc en fait, le soupçon, c'est un peu comme d'habitude de l'argent de Bruxelles qui aurait servi à Paris. Mais donc là, les faits remontent à 4 ans, 3 ans, 4 ans. Et la procédure arrive à un an de la présidentielle. Exactement. Et donc, Marine Le Pen a répondu que son parti tenait à la disposition du parquet tous les éléments et elle dénonce une manœuvre visant à salir le Rassemblement national. Alors, toutes ces procédures sont de nature différente. Il n'y a aucune mise en examen aujourd'hui. C'est très important de le dire. Et ça repose la question de la justice et de la politique parce qu'il est sain que les candidats déclarés ou non soient totalement lavés de tout soupçon pour se présenter à ces échéances. Il est bienvenu que ça arrive un peu avant d'ailleurs, parce qu'on le sait, les partisans des uns et des autres ont tendance à accuser les juges de vouloir influer sur le résultat de l'élection. Et donc moi je reprendrais bien pour conclure une suggestion que fait la magistrate Béatrice Brugère. Dans son dernier livre « Les juges ont-ils vraiment tous les droits ?», elle remarque que le parquet national financier pratique l'opportunité des poursuites, et donc il risque d'être jugé comme partial, voire abusif. On se souvient que ça avait été le reproche sur François Fillon. Alors qu'en Italie, par exemple, il y a un principe de légalité des poursuites, c'est-à-dire que la poursuite est identique pour toutes les infractions et automatique. Et donc ça lève un peu de la subjectivité en quelque sorte, et peut-être que ça apaiserait un débat qui va être très vif quand on sait déjà que le procès de Marine Le Pen et son jugement en appel à venir le 7 juillet va être décisif pour la prochaine élection et qui va susciter, on le sait, de nombreuses réactions. Pascal, votre parti pris économique, là, 2 chevaux. Il y a eu la Fiat 500, il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà. Le retour de la 2 chevaux, Stellantis va la relancer. Le progrès en marche arrière, dites-vous. C'est-à-dire qu'on regarde un peu dans le rétroviseur. La 2 chevaux, c'est pas tout à fait nouveau. Vous vous rappelez de la formule, c'était 4 roues sous un parapluie. C'est un véhicule mythique de l'industrie automobile de la deuxième partie du XXe siècle, à une époque d'ailleurs où l'industrie automobile occupait 10% des emplois industriels dans le pays. C'est une voiture qui est née dans les années 30, en 1935 pour être précis, à un moment où Citroën, 1935, elle a été conçue, pensée en 1935. 90 ans. Ah oui, c'est ça, à un moment où le Citroën avait été racheté par Michelin. Et le dirigeant de l'époque, donc, avait donné un cahier des charges très simple. Il avait dit, voilà, c'est ce que vous aviez à l'écran, un véhicule avec un bloc moteur fixé avec 4 vis. Ça tenait avec 4 vis. Quand vous voyez les voitures d'aujourd'hui, vous dites, on a fait des progrès quand même. Capable de transporter 4 personnes, un sac de pommes de terre, un tonnelet, à 60 km/h pour 3 litres au 100. Nom de code, c'était la TPV. Pour toute petite voiture, qui a été prête à la commercialisation en 1939. Mais en 1939, la guerre éclate, évidemment, il n'y a pas de salon de l'automobile et il faudra attendre 1948 pour que cette voiture soit présentée au public. On en a vendu quand même 5 114 940 en France et dans le monde entier. C'est donc ce mythe Citroën, Stellantis, pour dire les choses autrement, qui sera électrifié dans les semaines ou les mois qui viennent, dans le cadre d'une coopération internationale, avec là aussi un objectif économique, c'est-à-dire faire rentrer une petite voiture dans une enveloppe de 15 000 €. Voilà, vous avez le véhicule. Alors, c'est ça la nouvelle 2 chevaux. Est-ce que ça ressemble vraiment à l'ancienne 2 chevaux ? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah bah non. Non, alors ça n'a plus rien à voir. Mais enfin, la Renault 5 d'aujourd'hui, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, oui, la Renault 5 électrique, elle n'a pas grand-chose à voir non plus avec les premières Renault 5 qu'on a connues dans les années 80. Donc l'histoire, si l'histoire repasse les plats d'histoire automobile également, après la Renault 5 électrique, qui a, au passage d'ailleurs, rencontré son public. Aujourd'hui, Renault annonce livrer pratiquement au mois de septembre. C'est qu'il y a un véritable engouement lié à la crise des carburants notamment. Après la 4L, vous savez, la 4L électrique, j'en ai vu quelques-unes circuler dans Paris et en province. Elle est très belle, cette voiture. C'est une vraie réussite, si vous voulez, sur le plan du marketing. Donc c'est la vogue de la nostalgie. C'est un peu ça. La nouvelle Fiat 500. Donc revoilà notre 2 chevaux. Alors c'est la mode du revival. La question, c'est est-ce que
nos constructeurs manquent d'imagination ou est-ce que c'est le public qui plébiscite ces modèles vintage qui sont un peu symboliques du XXe siècle, c'est vrai, à une période où tout allait bien dans le pays, c'était les 30 glorieuses, la croissance, tout le monde avait du boulot, on achetait une voiture, on partait en vacances, on découvrait les loisirs, peut-être qu'il y a les deux à la fois. Quelle que soit la raison, l'industrie automobile européenne traverse malgré tout une crise profonde et l'industrie française en particulier. Le marché du neuf est totalement sinistré. On vend aujourd'hui autant de voitures neuves chaque année qu'en 1974, c'est-à-dire moins d'1,5 million de véhicules neufs. Le marché de l'occasion est extrêmement dynamique, celui du neuf est en panne, et le constat des dirigeants du groupe Stellantis a été de dire qu'il manque un modèle à 15 000 euros, c'est-à-dire une voiture qui soit accessible dans ce qu'on appelle le segment A. Ce sont les véhicules techniquement de moins de 3 mètres 70. Objectif donc clair, avec des modalités qui se discutent en ce moment. Soit ce véhicule sera fabriqué sur les chaînes italiennes de Fiat, pas très loin de Naples, soit ce sera l'objet d'une coopération sur une nouvelle chaîne, une nouvelle plateforme qui serait conçue avec Leapmotor. Leapmotor, c'est une entreprise chinoise qui est le partenaire de Stellantis et qui est très en avance en réalité sur les véhicules électriques. Je le regrette donc, la nouvelle 2 chevaux ne sera pas produite en France, mais elle sera malgré tout le produit d'une coopération avec des constructeurs du Nouveau Monde. Vous savez que Dongfeng, le partenaire de Stellantis, va investir dans l'usine de Rennes. Peut-être que, alors je le regrette une fois encore, j'aurais aimé que ce soit 100% français, mais peut-être que la logique de l'histoire automobile aujourd'hui, c'est d'assembler les compétences, d'activer des coopérations et de rechercher aussi la taille critique pour continuer d'exister, pour que le pavillon national continue d'exister sur ce marché mondial. Vous la trouvez jolie ? Alors je ne la choisirai pas. Oh, si. Vous la trouvez jolie, De dos, elle est mieux que de face. Je trouve qu'elle rappelle plus la 2 chevaux parce qu'elle est tellement mythique. Vous savez, en plus, on fait un vœu quand on voit des 2 chevaux vertes dans les rues, sur les Vous routes. la trouvez jolie, Ruth ? J'adore la Fiat 500, moi. J'adore la Fiat 500. Abnouz, votre parti pris international, Ebola ressurgit. Ebola ressurgit, je crois qu'on est à plus de 130 morts maintenant, et vous dites que c'est la triple peine pour la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Mais oui, d'ailleurs, il suffit de dire, vous savez, le mot Ebola à haute voix, et ça convoque tout de suite la peur, le sang et l'agonie, mais rassurez-vous, l'OMS nous rassure, voilà son communiqué de ce matin, on va le voir à l'écran, qui nous explique que l'OMS estime que le risque épidémique est élevé au niveau national et régional, mais faible à l'échelle mondiale. Donc il n'y aura pas de pandémie internationale, comme si cette qualification administrative changeait quoi que ce soit à la réalité de ceux qui meurent, comme si la géographie était une circonstance atténuante. Et pourquoi est-ce que ça me met quand même en colère ? C'est qu'Ebola sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est une région qui est en guerre depuis une trentaine d'années, où des groupes armés, le M23 en tête, tiennent des territoires entier hors de la portée de l'État central et où l'autorité de Kinshasa, la capitale, s'arrête là où donc commence la guerre. Donc, c'est pour dire à quel point c'est compliqué d'avoir une politique sanitaire sur place. Ebola en RDC, c'est donc la guerre, c'est la première peine, c'est des milliers de morts, des milliers de femmes violées comme stratégie, comme arme de guerre, des enfants orphelins qui grandissent dans des camps de déplacés sans avenir possible. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. En résumé, c'est une tragédie qui provoque l'indifférence et tellement ça dure depuis longtemps. 30 ans, c'est qu'on dit guerre en RDC, c'est une habitude, quoi. Ça fait 30 ans que ça dure, donc qu'est-ce que ça change ? La deuxième peine, c'est évidemment Ebola Donald lui-même. Trump a essayé d'y mettre son nez. Oui, ça, l'efficacité remarquable. Donc la deuxième peine, c'est Ebola lui-même, et pas l'Ebola que la médecine a appris à combattre. Alors j'ai appris que depuis 1976, la République démocratique du Congo a connu 16 épidémies d'Ebola. On pourrait se dire, mais ils ont l'habitude. Seulement, voilà, la nouvelle souche, c'est une nouvelle souche qui touche la RDC. Et ce qui veut dire que les protocoles établis, les vaccins disponibles, les certitudes thérapeutiques, tout cela ne sert, pour ainsi dire, à rien. La troisième peine, et ça, je vous avoue, quand j'ai appris ça, moi, c'est quelque chose qui m'a glacé, c'est que ce sont les soignants et les médecins qui meurent en premier. D'ailleurs, là, il y a une interview dans Le Monde Afrique aujourd'hui de Jean Casseya, qui est à la tête d'Africa CDC, qui est l'agence sanitaire africaine, et qui nous apprend qu'il est tout à fait possible que le premier cas qui remonterait au 24
avril en RDC, ce soit un infirmier qui a succombé en 3 jours. C'est dire si ça va vite. Et c'est aussi ceux qui lavent les corps et qui pratiquent les rites funéraires qui meurent. Donc, ceux qui meurent, c'est ceux qui soignent et ceux qui enterrent. Et je trouve ça glaçant parce que c'est comme si l'humanité devait choisir entre sa survie et son humanité. Parce que enterrer, enfin, j'allais dire, on est devenu humain le jour où on a enterré nos morts, et c'est quand même des gens qui soignent. Moi, ça m'a Pourtant, vraiment... on imagine que les soignants sont les premiers à prendre des précautions. Non, parce que le problème, c'est que de repérer avant que ça se déclare, ça va très très vite. Il faut passer du temps, donc qui passe du temps avec les malades? Il débarque. On est dans une région où, parce qu'il y a la guerre, il y a énormément de fièvre qui circulent, vous avez d'autres maladies, vous avez quand même l'impossibilité d'avoir des vaccins pour des choses dont on ne meurt plus ailleurs qui n'acceptent pas. Donc le temps de comprendre ce qui vous arrive, c'est en gros quand le premier soignant meurt, le premier médecin meurt, qu'on comprend que c'est peut-être plus grave, mais là c'est trop tard. Et comment vous pouvez ne pas pratiquer de rite funéraire, parce que c'est ça qui nous rend humains. Donc c'est absolument terrible. Et ce qui est réel aussi, c'est que derrière cette triple peine, il y a des vérités qui dérangent, on va le dire, notre confort d'occidentaux, qui sommes absolument inconscients de la chance que nous avons de vivre avec la sécurité sociale. Parce que cette épidémie se propage dans un vide sanitaire que nous avons contribué à créer. Alors évidemment, Washington, depuis l'arrivée de Trump, qui a retiré énormément d'aide à l'Afrique, mais aussi l'Europe qui en a profité pour couper quand même assez drastiquement des aides qu'on offrait, et j'allais dire d'une manière très égoïste, pour nous protéger aussi en Afrique. Donc les ONG qui tenaient les lignes de front, qui maintenaient les chaînes du froid pour les vaccins, ça on a l'impression que ça tombe du ciel, mais il faut de l'argent pour maintenir des vaccins à température froide pour pouvoir qu'ils puissent être utilisés, qui formaient des agents de santé communautaires, ferment, partent et réduisent leur effectif. Et c'est pour ça que si le premier cas, a priori, il est du 24 avril, on n'est même pas sûr, parce que comme il y a moins d'ONG sur place, on a beaucoup de mal à suivre tout simplement la chaîne de contamination, ce qui rend plus difficile le fait d'essayer de contrôler l'épidémie. Et les instances internationales, me direz-vous, bon, l'OMS elle-même fonctionne sous provision budgétaire avec des financements amputés, et une autorité, disons-le, morale, est quand même fragilisée depuis le Covid. Les États-Unis ont quitté l'OMS. Ont quitté, et les Chinois ne mettent pas autant d'argent, même s'ils se vantent d'en mettre beaucoup. Et vous voyez quand même, au moment du Covid, quand ils ont dit tout va bien, Madame la Marquise, le bon docteur Tedros, qui, quand dans sa jeunesse, était médecin dans une guérilla marxiste financée par les Chinois, il a quand même mis un peu de temps avant de couper le commerce et de dire on a un petit problème. Donc tout ça, ça n'a pas servi. Et puis, il y a quand même cette réalité. Moi, quand j'entends pas de pandémie internationale, moi, ce que j'entends, c'est un soulagement. Je le redis, ça me dérange un peu. C'est vraiment... Je l'ai senti ce matin, ça m'a vraiment interpellée. Et pendant ce temps-là, les frontières de la République démocratique du Congo avec le Rwanda, l'Ouganda, où il y a déjà eu un mort à déplorer, le Burundi, le Congo-Brazzaville, c'est ce qu'on appelle des frontières de papier. Et d'autant plus que les gens sont, outre la guerre, en panique, et ils fuient. Et ils passent, donc, quand on dit régional, c'est que tous ces pays risquent d'être touchés et ensuite de se répandre partout sur le continent africain. Alors oui, j'ai beaucoup de mal éthiquement avec la relativisation confortable de l'épidémie régionale. Et ce qui se passe quand même au Congo, c'est toujours pareil, c'est ce genre de test, j'allais dire, pour nos fameuses valeurs. C'est que moi, je déteste qu'on se gargarise de valeurs sans les actes. Donc ça serait quand même bien d'être à la hauteur de nos principes. Et encore une fois, c'est une question égoïste. Si on ne veut pas se retrouver avec une épidémie d'Ebola ou autre dans notre confort occidental, il faut éviter les épidémies en Afrique ou ailleurs. Et ça, c'est très important. Donc Ebola en RDC, ce n'est pas un problème africain, c'est aussi notre problème, d'autant plus que nous avons les moyens d'agir. Et ça fait la différence. Ça devient un problème mahorais, David, hein. Ça peut devenir très rapidement un problème mahorais. Tout à fait. Puisqu'il y a un lien de immigration. Des régions des Grandes Lacs. Entre la RDC et Mayotte. Entre toute la région des Grands Lacs et Mayotte. Et évidemment, on circule librement de Mayotte à la Réunion et de la Réunion à la métropole. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.